vacances, comme je l'ai dit, normales, mais pas ordinaires, car nous sommes dans un contexte qui est très difficile. Le contexte est toujours difficile, mais gros changement par rapport à l'an dernier. Le président n'a quasi pas pris de vacances cet été et la rentrée démarre sur des chapeaux de roue. Alors, quelle est la stratégie des annonces et des réformes de cet automne? Qui a gagné en termes de communication le match Valls-Taubira, deux des ministres les plus populaires du gouvernement qui se sont divisés sur la question de la réforme de la justice? Et côté UMP, que penser de la nouvelle manche du match avec prolongation celui-ci entre François Fillon et Jean-François Copé? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien tout honneur les têtes d'affiche de cette rentrée politique, avec nos 4 invités: Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué d'Ipsos; Guy Alvez, communicant de l'agence Big Malion; Virginie Martin, politologue et responsable du think tank Le Laboratoire Politique; et enfin Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par commenter avec vous quelques images qui donnent le ton, on va dire, de cette rentrée. Tout d'abord, François Fillon. Alors d'habitude, François Fillon est réputé discret, et puis là, il n'en finit pas de fendre l'armure. D'ores et déjà déclaré candidat à la primaire UMP de 2016, il a posé ce mois d'août dans Paris Match avec femmes et enfants. Pour bien gouverner, il faut être équilibré. Ça, c'est disait la petite phrase mise en exergue. Alors je voulais savoir ce que vous pensiez de ces images. Est-ce qu'il a l'air équilibré dans ces images, Denis Bertrand? Oh, oui, le mot convient très bien. Le mot convient très bien dans la mesure où, en effet, à mon avis, ces images-là, celle du bureau, par exemple, en premier lieu, incarnent l'expression d'une norme. C'est-à-dire qu'on y a à la fois le passé et le présent, la tradition et la modernité. On y a les nobles matières du bois, des boiseries, etc., avec les matières modernes. High-tech, avec on y a la technologie, on va dire. Et on y a la lumière et l'ombre. Et lui est dans la lumière au milieu de l'image. La lumière vient en face de lui. Enfin, il y a toute une mise en scène qui suggère l'équilibre, le dosage. Qui suggère la bonne répartition de toutes les valeurs sensibles du monde, quoi. Je dirais c'est ça. D'accord, c'est un peu le ton de ces photos. Alors vous dites normes, vous avez dit normes. Cela dit, ça montre quand même, et notamment la photo devant le manoir, qui est celle d'ouverture des pages, une famille devant son manoir, une famille peut-être pas dans le besoin quand même, c'est ce qu'on pourrait se dire en voyant ces photos. Alors quelle image ça renvoie? Parce que là, quelqu'un qui veut prétendre à la présidence de la République, qui pose comme ça quasiment en châtelain, c'est proche des gens, ça, Brice Teinturier? Il y a sûrement une norme, comme Denis l'indiquait à l'instant, en termes d'équilibre sur un certain nombre de valeurs, mais socialement, c'est aussi une photo, aussi bien celle du bureau que celle du château, qui émet toute une série de signes comme quelqu'un qui est quelqu'un d'en haut. Et immanquablement, je pense que ça rappelle des codes qui étaient ceux d'Édouard Balladur, avec ce qu'on a pu lui reprocher à une époque, et que c'est quelque chose qui, naturellement, auprès d'une couronne de Français, d'électeurs, peut être vécu tout à fait positivement. Il y a aussi la dimension famille, la dimension ouverture, toute cette dimension-là qui est porteuse de sens positif pour une large partie de la population. Mais il y a un autre volet qui est éclatant dans ce type de photos, c'est la distance sociale qu'elles peuvent créer avec, là encore, une grande partie de la population. D'accord, donc d'un côté, effectivement... Des valeurs. Oui, alors distance, mais alors, du coup, vous les jugeriez positives, entre guillemets, même si évidemment l'impact n'est pas forcément le même auprès, vous l'avez dit, de toutes les catégories de Français. Mais bon, Paris Match, c'est quand même un journal grand public, on va dire. Alors positif ou petit bémol, Guy Alvez? Alors, il y a un acte de transparence qu'il faut saluer, malgré tout. Mais c'est que c'est vraiment chez lui. C'est chez lui, et je pense qu'il y a une logique de départ en campagne qu'il a annoncée, il y a une logique de transparence de sa part. La première remarque que je me suis fait, c'est effectivement de me dire, cette photo va rester comme était restée celle de Balladur en 95, quand il avait pris son petit déjeuner avec sa femme et qu'il y avait 35 pains au chocolat pour deux. Il y a un petit décalage entre la mise en scène et la réalité. Là, c'est sobre quand même. Il y a à peine une petite oui, tache évidemment, sur le plateau. non, mais je veux dire, c'est que ça véhicule effectivement une image qui serait certainement, à mon avis, amplifiée. Parce qu'on est quand même en période de crise et de tension un petit peu compliquée, et qu'effectivement, j'ai peur que cet acte de transparence, et ça pose la question finale de la transparence, j'ai peur que cet acte de transparence qu'a souhaité François Fillon dès le départ de sa campagne lui colle un petit peu pendant toute sa démarche. D'accord, positive transparence, mais on l'installe, comme disait Brice, on l'installe dans une logique un peu de distance par rapport au quotidien des gens.
D'accord. Alors puis il y a aussi celle avec le cheval aussi, cheval. qui est effectivement où Des on signes voit avec qu'on sa dit, femme. bien Mais sûr. là, effectivement, pour le coup, c'est une vraie distance avec peut-être pas mal de Français. En même temps, Virginie Martin, on peut se dire aussi que voilà, on peut renouer avec une certaine tradition. Hein. Ces derniers temps, les politiques s'étaient beaucoup montrés en personnes normales, quitte à parfois un peu caricaturer la mise en scène. Bah là, transparence. Et puis finalement, bah voilà, il veut prétendre à d'autres fonctions. Pourquoi pas? Finalement, il a trouvé peut-être quelque chose d'assez intelligent quand il dit équilibre. Il ne dit pas normal, Oui. qui a lassé très vite, admettons-le, les Français. Et il s'oppose, non pas évidemment à François Hollande dans ce message, mais à Nicolas Bah, bien Sarkozy. sûr, parce qu'on a envie bien de dire, entendu. voilà. Parce que c'est équilibré versus déséquilibré. Oui, mais alors justement, on sent bien effectivement dans la phrase de petit tacle à Nicolas Sarkozy, pour bien gouverner, il faut être équilibré, tout le monde pense à Nicolas Sarkozy. Mais là, en montrant ses signes de réussite, d'ailleurs lui aussi il a une grosse montre, hein, je ne sais pas si c'est une Rolex, je m'y connais pas, mais il a aussi une grosse montre, il joue aussi un peu sur certains codes du sarkozysme, non peut-être? En plus traditionnel. En plus traditionnel, parce qu'il joue beaucoup plus sur la modernité, pour le coup, l'ordinateur ou un certain nombre de codes de modernité, et pas sur ce qu'on a appelé à tort ou à raison le bling-bling. Il y a autre chose aussi, je crois, qui est en contre de Nicolas Sarkozy, c'est tout simplement la province, la nature. Alors qu'on disait, qu'on savait que Nicolas Sarkozy aimait les villes et ne supportait pas, a priori, plutôt les campagnes. Donc il y a tradition, campagne, un certain nombre de codes qui visent à exprimer cette espèce de sérénité assumée, mais avec la distance sociale, moi je le répète, qui je crois quand même impacte très fortement. Quand même, que ça peut avoir un impact, voilà, à reconnaître qu'on a le manoir, mais vous pensez comme ça, en double page dans Paris Match, c'est peut-être un petit peu trop. Il aurait fallu quoi, la petite photo, Non, toute petite dans un coin. C'est pas simplement le manoir, c'est que tous les signes font sens ici. Si ce n'était que le manoir, mais c'est un ensemble là qui signifie, pour dire les choses clairement, une famille extrêmement bourgeoise aux yeux de beaucoup de... D'accord, c'est pas que oui, d'accord, c'est des codes sociaux, d'accord. Bon, donc vous lui auriez pas conseillé de faire ça, si je comprends bien, voilà. Non. D'accord. Bon, très rapidement, enfin, on va passer maintenant à Manuel Valls, hein, alors qui lui aussi a fait d'ailleurs dans le People cet été. Ça a d'ailleurs été le seul ministre du gouvernement à poser, ou alors il y a des photos qui nous ont échappé, mais je ne crois pas, en famille, ou du moins il y a cette photo publiée dans Paris Match aussi avec sa compagne, sa femme. Alors bon, il paraît que c'est une photo plus ou moins volée, mais enfin en tout cas la photo est assez... paraît-il, il n'avait pas complètement vu le photographe quand même, enfin, pas tout à fait. Et cette photo, elle est assez intéressante parce qu'il y a un geste qui nous a pas mal interpellés, un geste, certains diraient, viril, autoritaire. Alors, Denis Bertrand, quelle image ça renvoie, cette photo? Ah bah oui, cette photo est remarquable. D'abord, à mon avis, elle renvoie à un genre dans l'iconographie. C'est-à-dire que le baiser, c'est un motif iconographique. Ah oui, moi j'avais plutôt vu la main, pardon. Oui, mais revenir à la main après. C'est main. d'abord un baiser. Pardon. Le baiser, c'est un motif en image, dans le monde de l'image, qui relève du cinéma. Pas de la peinture, par exemple. C'est pas le tableau, c'est le cinéma. Et donc, ça fictionnalise les personnages, ça les rend héros, ça transforme le Manuel rôle. Valls étant héros, c'est ce Oui. que nous dit cette photo. C'est ce que doit être héros. Et en plus, donc, l'image, le baiser, est composé par une tension vers le centre des deux corps qui se jettent l'un sur l'autre, si on peut dire. Et la main, verticalement, est là comme pour assurer la précision de la prise. D'accord. Donc je dirais que c'est un héros qui, quand il attrape quelque chose, ne le rate pas. Oui. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Du coup, il y a trois motifs dans l'image. Oui, vous disiez la photo, pas tout à fait volée, travaillée, etc. Oui. Ça, je ne sais pas, mais c'est un acte très rare de montrer en politique un baiser. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la soirée électorale de François Hollande, avec ce baiser entre Valérie Trierweiler et lui, avec ce raté, gêne, malaise, bon, mais qui est propre à la politique. Mais François Hollande n'était pas extrêmement à l'aise de devoir donner ce baiser. Là, Manuel Valls a l'air plutôt à l'aise, d'ailleurs. De 99,9% des politiques, où tout acte un petit peu intime, personnel, en public, est quasiment prohibé. Là, il y a une vraie mise en scène de cet acte qui est très cinématographique, je suis assez d'accord. Mais d'un jeu médiatique. Pas, alors, parce qu'en même temps, il est un des seuls à faire ce genre de photos, surtout en ce moment, dans le contexte. Ça se fait plus beaucoup au sein du gouvernement de faire ce genre de photos. Alors là aussi, vous diriez quoi? Bon point ou mauvais point, habile ou mal habile, Guy Alves, Brice Teinturier? Je ne sais pas si c'est bon point ou mauvais point. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce d'autorité assumée, y compris dans un geste de tendresse. C'est-à-dire cette main et cette façon presque de prendre sa compagne fait que décidément, on se dit, Manuel Valls, quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque part un peu d'autorité qu'il met en scène ou qu'il incarne, ce qui est quand même... Bon, on va dire qu'il est cohérent, il est entier, voilà, c'est peut-être ce que ça renvoie. Et puis, alors, il y a tout sauf le hasard,
n'oublions pas que son premier métier était quand même la communication, qu'il a été conseiller en com de Lionel Jospin à Oui, Matignon. c'est pour Donc ça qu'on dit que cette photo est un ces peu images-là, pensée quand il les même. maîtrise parfaitement, il en connaît parfaitement le sens, il en connaît parfaitement les mécaniques. Je pense que l'avenir dira si c'est une réussite ou pas. En tout cas, je ne vois pas comment ça peut lui porter préjudice, en tout cas. D'accord, d'accord. Vous C'est voyez pas sûr aller plus. se montrer autoritaire, y compris avec sa femme quand on l'embrasse, finalement. Hein. Autoritaire et dans un geste de Et dans tendresse. un- et le baiser, c'est vrai que C'est j'avais ça pas vu qui, le baiser. Il est viril. Il y a la main et le Autoritaire baiser. et aimant, ça s'appelle la virilité. Bon, ok. Alors, bon, Manuel Valls, alors entre deux séances, entre deux séances photo, en tout cas, aussi fait énormément de déplacements cet été, des déplacements à Marseille, très commentés, et puis il s'est exprimé aussi pas mal, et alors notamment des prises de position sur le regroupement familial. Alors, c'était le regroupement familial hein, à l'horizon 2025, mais ça a suscité un tollé. Hein, faut-il remettre en question le regroupement familial? Cette question posée à Manuel Valls lui a valu son premier recadrage. On regarde. Vous êtes fait un petit peu sermonner en sortie de Conseil des ministres par le président ce matin? Ah bon? Vous puisez ces informations où dans ce gouvernement on ne sermonne pas, on travaille. Et pourtant, le recadrage a bien eu lieu ce matin après le Conseil des ministres, tête à tête avec le président et la porte-parole du gouvernement est sans ambiguïté. Il n'y a pas de débat autour du regroupement familial. Voilà, alors on le sent un petit peu sur la défensive, enfin c'est ce qu'on a trouvé hein, en revoyant ces images de Manuel Valls. C'était déjà le cas quelques jours plus tôt, après la fuite dans le journal Le Monde d'une lettre normalement confidentielle adressée par Manuel Valls à Jean-Marc Ayrault. Eh bien... Une lettre dans laquelle le ministre de l'Intérieur disait tout le mal qu'il pensait de la réforme de sa collègue ministre de la Justice. Et suite à ça aussi, on avait trouvé Manuel Valls un peu sur la défensive. Regardez. Je ne vous permets pas de parler de désaccords. Il y a des réunions interministérielles. Elles servent à quoi? Elles ne sont pas sur la place publique. Je n'ai pas fait état de désaccords publiquement, ni Christiane Taubira. C'est ensemble dans le cadre de réunions. Alors, il faut peut-être passer à une culture uniquement orale. Je voyais ici ou là que j'étais franc-tireur, que je ne pensais qu'à moi, etc. Je suis uniquement concentré sur la mission qui est la mienne, la sécurité de nos compatriotes et la nécessité de trouver une réponse exceptionnellement sévère à l'égard de tous ceux qui s'en prennent à l'autorité de l'État. Voilà, et quelques jours plus tard, aux universités d'été du PS, eh bien Manuel Valls donne presque l'impression de vouloir se justifier. Soyez fiers de ce que nous faisons. N'entendez pas les voix qui critiquent. Ce gouvernement est un gouvernement de gauche. Le ministre de l'Intérieur, il est de gauche, il est socialiste, et il est fier de l'être et de mener cette politique. Voilà, alors hein, en voyant ces moments, puis surtout en les mettant bout à bout, hein, j'ai dit, on a eu l'impression que pour la première fois, pour le coup, Manuel Valls était autoritaire peut-être, mais surtout sur la défensive. Est-ce que ça vous donne aussi cette impression, Guy Alves? Non, je pense qu'il a vécu une mauvaise séquence, mais je pense qu'il savait qu'il allait la vivre, parce que les positions qu'il a prises politiques, au final, étaient assez intenables à l'heure actuelle au sein du PS. En revanche, j'ai plus eu le sentiment qu'il ne parle pas, il joue pas dans la même cour, c'est-à-dire que le PS parle au PS, et Valls, pendant cette séquence, parle aux Français. C'est-à-dire que Valls... Sur le regroupement familial, quand il donne un message aux Français de dire « je ne suis pas coincé au PS, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur du Parti Socialiste ». On sent bien qu'il met les premières étapes de quelqu'un qui veut avoir un discours national et une dimension nationale. Alors certes, il perd à l'instant T, il perd à La Rochelle, mais c'est une défaite, à mon avis, qu'il accepte assez aisément, parce que dans le combat face à Taubira, qui n'en est pas un au final, ok, il a perdu là, mais son combat, il n'est pas savoir si c'est le plus populaire de La Rochelle, son combat, c'est savoir est-ce qu'en 2017 ou après, il sera candidat du PS. Et je pense qu'il est dans cette espèce de mue où il quitte le collectif PS gouvernemental pour incarner un ministre qui donne un ton un peu différent. Et c'est un peu ce que Sarkozy avait fait dès 2002. Je suis dans le collectif, mais je fais sonner une petite musique différente. Quitte à agacer. À agacer en interne. C'est la même logique. Oui, mais en même temps, dans les moments où on le voit là, c'est les moments où il est face aux critiques et on a l'impression qu'il est un peu acculé, qu'il n'est pas forcément très à l'aise, qu'il est embarrassé. Moi, je ne le sens pas sur la défensive, je le sens piqué au vif, voire blessé. Et du coup, étant dans une posture, on le voit bien notamment à La Rochelle, où il rappelle, et je crois que c'est une conviction profonde de toute façon chez lui, qu'il est sur une autorité de gauche. Et donc les accusations, quand il est sur un désaccord avec Christiane Taubira, de ne pas être authentiquement un homme de gauche, le mettent manifestement un peu hors de lui. Mais d'accord, il est piqué sur le fond. Quoi? Il est indigné, en fait. Moi, j'ai l'impression. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est que le match a été, au moins dans l'opinion, tranché. Et il a été tranché non seulement auprès des Français,
puisqu'à l'issue de cette grande séquence, Manuel Valls prend 2 points de popularité, Christiane Taubira en perd 2. Mais il a été tranché, ce qui est plus important, à gauche. C'est-à-dire que, y compris chez les sympathisants de gauche, y compris chez les sympathisants du PS, Christiane Taubira baisse et Manuel Valls augmente. D'accord, oui. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, moi je suis assez d'accord effectivement, qu'il joue aussi la carte vers la présidentielle prochaine évidemment, mais en même temps ça permet aussi au gouvernement et aussi à François Hollande, d'un point de vue de communication politique, de trianguler finalement. On plaît à la droite de la gauche via Manuel Valls, et puis on va plaire beaucoup plus à la gauche de la gauche via Christiane Taubira. Et finalement, on fait une espèce de grand écart, à mon avis, politiquement intenable. Mais en termes de communication politique, finalement, on peut avoir quelque chose finalement qui peut nous rattraper comme ça. Et deuxièmement aussi, alors est-ce que c'est de la triangulation ou est-ce que c'est comme d'habitude chez François Hollande du consensus mou? Oui, ou alors se laisser toutes les options du choix jusqu'au dernier moment, parce que c'est aussi une stratégie souvent chez lui de laisser un peu tout le monde avancer. Absolument, de laisser tout le monde avancer, mais voilà. Mais en même temps, il se justifie quand même, non? Pas mal. C'est ça qui est surprenant. C'est quand même rare de le voir se justifier comme ça, se faire recadrer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre match derrière le match. Un match entre politique et médias. À 2 reprises ici, dans ses attaques de phrases, Manuel Valls dit « je ne vous permets pas de ». Il dit, il est interpellé. L'autorité, ça marche avec tout le monde, sauf avec les journalistes, en fait. C'est ça. Non, mais il est interpellé. Vous vous êtes fait sermonner. Le mot est quand même extraordinaire. Sermonner. Quand on y pense, c'était les curés qui sermonnaient les adolescents polissons. Il est piqué au vif. Donc il réagit à ce mot. Et moi, je crois que quand l'opposition qu'il fait entre sermonner, on ne se fait pas sermonner, on travaille. C'est quand même extraordinaire cette catégorie qu'il impose là. Et donc moi, je crois que il y a des mots qui apparaissent comme des propriétés des journalistes dans ce discours, et d'autres qui sont rejetés par... D'accord, ce sont les journalistes, en fait, qui irritent. Non, je crois qu'il incarne très bien, lui, cette espèce de match de l'initiative de la parole. Alors, et de l'initiative du sens. On va avancer... Très rapidement, juste pour dire, moi je ne crois pas du tout à l'hypothèse de la triangulation. Je pense que ce qui s'est passé là est subi par le pouvoir en place beaucoup plus que désiré, parce que ça crée malgré tout l'idée d'une dissonance, d'une cacophonie, et qu'il y a à l'intérieur du PS... La triangulation, je précise, on joue sur tous les tableaux, comme ça au final, on ramasse la mise. Mais en réalité, ce n'est jamais bon pour un gouvernement qu'il y ait au sein du gouvernement 2 positions sur la place publique qui soient à ce point opposées. Et simplement, elles résultent de 2 traditions qui existent à gauche. Et j'en reviens, je crois que c'est aussi pour ça que Manuel Valls réagit ainsi, parce qu'il considère qu'il doit réconcilier l'idée que la gauche a une culture de l'autorité. Et à chaque fois qu'on essaye de lui opposer ça comme c'était un thème de droite, effectivement, il réagit. Mais fondamentalement, il y a ces 2 cultures. D'accord, il s'indigne parce que pour lui, c'est pas juste une stratégie pour 2017. C'est son combat aussi. C'est son combat. Ça rentre dans une stratégie certainement en 2017, mais c'est son combat depuis longtemps que d'essayer de montrer que la gauche n'est absolument pas antinomique de la notion d'autorité. D'accord, ce n'est pas qu'une stratégie. Pour terminer sur ce match, il y a eu un petit échange que je trouvais intéressant en termes, pour le coup, là aussi, de discours et de communication entre Manuel Valls et Christiane Taubira. C'était à La Rochelle. Alors, tout d'abord, ça s'est joué beaucoup d'ailleurs dans le discours vis-à-vis des militants, discours retransmis à la télévision et repris évidemment dans les médias. On a eu l'impression que Manuel Valls donnait des gages de bonne volonté et d'amitié à Christiane Taubira après les tensions de l'été. D'aucuns se délecteraient de voir la justice et l'intérieur, les policiers et les magistrats, et les ministres s'écharper. Il y a une belle phrase d'Aimé Césaire, ce grand poète, qui disait « J'ai eu, je garde, j'ai le libre choix de mes ennemis ». Eh bien, Christiane Taubira est une amie. Christiane Taubira est une ministre dont chacun d'entre vous connaît les qualités. Et depuis 1 an, nous travaillons ensemble parce que la mission que François Hollande nous a confiée est précisément d'en finir avec les postures qui ont tellement nui par le passé. Et je ne céderai à aucune sirène et à aucune manœuvre de la désunion. Voilà, il gage d'amitié suprême à Christiane Taubira. Bien, il cite Aimé Césaire. Le hic, c'est que juste après, lors d'une discussion plus ou moins en off, mais avec quand même beaucoup de journalistes, il parlait des coûts, en disant, voilà, les coûts, je sais les recevoir, mais je sais en donner aussi. Et tout le monde a compris qu'il visait Christiane Taubira. C'est sorti dans la presse. Et juste après, à la tribune, eh bien, Christiane Taubira, elle, reprend cette phrase, enfin du moins répond à cette phrase à la tribune. On regarde. Nous allons nous battre
pour faire une belle réforme pénale qui contribue réellement et durablement à la sécurité des Français. Je sais que c'est un combat difficile, mais franchement, j'ai choisi de ne pas plaire sans effort. Je ne cherche pas à séduire, je préfère convaincre. Franchement, vous m'avez donné le courage, ne manque pas, franchement. Les coups, je sais les prendre, franchement. Les rendre, je ne déteste pas, franchement. Mais tout aussi franchement, la chaleur que vous m'avez donnée, c'est une mine inépuisable d'énergie. Je vous en remercie. Et c'est vrai que c'est intéressant en termes, pour le coup, de discours et de communication, parce que voilà, il y a un peu 3 temps, hein, il y a la déclaration d'amitié à la tribune, voilà, j'aime prendre des coups, j'aime aussi en donner de Manuel Valls en off, et puis cette reprise par Christiane Taubira à la tribune. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la manière dont elle gère la chose. Je trouve un contraste saisissant entre les deux, parce qu'elle a de l'humour. Elle fait passer un message avec de l'empathie, de l'humour, alors qu'Emmanuel Valls, c'est tout en sérieux, en autorité, en conviction. Et donc le contraste formel et dans le contenu est également extrêmement important. Oui, puis alors c'est une petite allusion sur le mode de l'humour. Oui, voilà. Donc elle est beaucoup plus sur un registre émotionnel, même si elle dit bien qu'elle cherche à convaincre et qu'on est sur 2 lignes qui sont en réalité diamétralement opposées sur les questions de sécurité, on le voit bien. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que lui, Manuel Valls, hein, finalement, dans cette phrase en off, hein, sur les coups qu'il aime recevoir, mais qu'il aime donner aussi, finalement, un peu 2 discours, hein, le discours pour la tribune et puis le discours côté coulisses sur quand même cette Christiane Taubira. Bon, ça va pas si bien que ça. Elle, finalement, elle n'a qu'un seul discours. Est-ce que finalement, elle gère pas ça mieux que lui? Est-ce que lui, il n'est pas un peu piégé aussi par ces 2 discours? Parce que là, tout le monde comprend qu'il a, lui, 2 discours. Il s'est effectivement piégé lui-même. C'est-à-dire que son discours à la tribune, il m'a fait penser au serpent qui entoure sa proie par des jolis mots et on sait bien qu'il va la serrer derrière. Effectivement, quand il dit derrière, je donne des coups et j'en rends, on n'est plus sur le même discours, on parle d'un discours un petit peu... J'aime prendre des coups, j'aime aussi en donner. Voilà, on parle d'un discours un peu martial sur le deuxième, alors que le premier, on sent que c'est un faux affect. Mais il a l'affect, Christiane, je l'aime, on est amis, etc., mais on sent que ça va l'entourer. Ouais, on sent qu'il en fait un peu trop. Christiane Taubira ne fait que réagir, en fait, avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup d'humour, elle a la meilleure réaction possible, mais c'est une réaction. Il met le débat. Valls met le débat sur la table. Oui, enfin, met le débat sur la table, enfin... Non, mais de la relation entre les deux. Oui. C'est le premier à parler de l'autre. Oui, mais en disant des choses qui visiblement ne sont pas tout à fait exactes. Oui, c'est le premier à parler de l'autre. Mais on sent dans son discours au micro qu'il y a beaucoup d'ironie. Le fait de citer Aimé Césaire, oui, c'est vrai, quand il cite Aimé Césaire, il y a beaucoup de second degré, et on voit le premier rang qui sont les proches d'Emmanuel Valls, qui ont un petit sourire quand même. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'ironie derrière. Alors il va pas en frontal, c'est pas, je sens plutôt le serpent qui entoure. Et derrière, effectivement, quand il lâche ses mots de coups, etc., elle répond. C'est ça, en fait, il est grave, il est sérieux, il sait très très sérieusement, mais il y a quand même un brin de second degré, notamment quand il cite Aimé Césaire. Voilà, c'est subtil, hein. C'est subtil, oui. Un petit mot sur la rhétorique, là. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'histoire qu'on a vue, cette histoire du franchement. C'est amusant, cette manière, le rapport qu'elle a avec la langue, cette femme. Elle a un rapport extraordinaire, parce qu'elle transforme instantanément un tic de langage en un effet de style. Elle se rend compte qu'elle répète trop souvent franchement. Et hop, elle en fait le refrain d'une sorte de ritournelle, quoi. Et c'est quand même un truc, un rapport esthétique à la langue qu'elle a, qui est très frappant, et qui va dans ce oui, mais c'est vrai qu'elle a un naturel, un humour, etc., qui fait que là, on a un peu l'impression qu'elle gagne, enfin, entre guillemets, si tant est qu'il y a eu un match à la tribune de La Rochelle, qu'elle le gagne quand même. Un dernier petit mot, puis on va passer à la suite. Par rapport à ce que vous disiez, je trouve aussi que Manuel Valls est quand même dans une position de justification quelque part, alors qu'elle, elle est pleinement en place. Elle sait aussi quand même qu'elle a le public plus ou moins pour elle. Oui, le public de La Rochelle pour elle, ce qui n'est pas forcément le cas à l'extérieur du PS. Voilà, et elle n'a pas besoin de dire « je suis de gauche », elle le prouve tous les jours. Donc ils ne partent pas du même point non plus d'empathie et de sympathie avec le public. Tout à fait, et pas du même point politique. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus libre, parce qu'elle n'a pas une carrière et une ambition devant elle, alors que lui doit à la fois affirmer ses positions et du coup ses oppositions, sans donner le sentiment qu'il crée justement au sein même du gouvernement de la polémique et de l'incohérence. Donc il est plus contraint, il est dans un jeu plus contraint, et elle au contraire, et on le sent bien, peut se lâcher avec une jubilation qui transparaît.
Alors, on va en venir maintenant à la grosse réforme de la rentrée, celle des retraites. Alors, je rappelle que une partie du financement de cette réforme est réglée, mais pas tout à fait, puisque la solution au problème du financement des retraites en pose un autre, celui du financement de la branche famille. Je vous propose d'écouter sur le sujet les explications de Marisol Touraine. Il y aura un transfert des cotisations familiales, cela a été dit très clairement. Donc ce sera intégralement compensé à hauteur d'1 milliard d'euros environ ? Les discussions vont s'engager là-dessus. Aujourd'hui, nous mettons en place la réforme des retraites. Je veux insister là-dessus. Il y a eu un engagement envers le patronat pour dire qu'il n'y aurait pas d'alourdissement du coût du travail. Il n'y aura donc pas d'alourdissement du coût du travail, ce qui ne veut pas dire que les entreprises ne participent pas à l'effort pour au travers du les compte retraites. pénibilité, mais pas au travers de la hausse des cotisations. En particulier il y aura une hausse de la cotisation mais pour si elle est compensée les par une retraites. baisse. Mais ensuite, on verra comment on finance l'avenir des familles. Et ça n'est pas fixé encore. On ne sait pas si ce sera la CSG, le budget de l'État, des économies, la baisse des cotisations familiales. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation ni de la CSG ni de la TVA supplémentaire l'année prochaine. Voilà, alors la phrase intéressante, je trouve, c'est la phrase « On verra comment on finance l'avenir des familles ». Et en termes de communication, là aussi, on trouvait ça assez intéressant. Parce que bon, il y a un problème, on le règle, mais alors on assume complètement, même si elle a l'air un petit peu embarrassée quand même, qu'il y a une partie qui n'est pas réglée du tout. Oui, vous disiez un peu embarrassée ? Oui, moi j'ai le sentiment quand même qu'on mesure au fur et à mesure que le questionnement s'affine, qu'elle est quand même embarrassée parce qu'elle n'a pas de contenu précis à proposer. Donc le tout début, elle a quelque chose. Et en puis deux ensuite, temps, ça se fera en deux temps. Et puis ensuite, plus on avance dans l'entretien, dans la dynamique du questionnement, et plus on la sent démunie, parce qu'elle n'a pas fondamentalement les réponses. Oui, mais en même temps, on peut se dire que quand elle est arrivée, elle savait qu'elle n'avait pas la réponse. C'est un peu quand même, sur le fond du message, d'arriver avec quand même tout un pan de la réponse, autant dans le flou. Oui. Il y a un calendrier qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on vous parle d'une réforme qui est extrêmement importante pour le gouvernement, qui est extrêmement sensible, et on commence à vous en parler en plein mois d'août, avec un projet de loi qui va être étudié dans les prochaines semaines. Donc, ils s'y sont pris très très tôt. Et on voit bien que, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le calendrier a pris la main sur le fond. Au moment où ils envoient Marisol Touraine au feu, les réponses ne sont pas là. Oui, mais en même temps, la réponse, elle n'est toujours pas là, puisque la question du financement de la branche, parce qu'on voit bien qu'il y a c'est un peu technique, mais enfin, il y a la question du financement des retraites, où là, ils apportent une réponse, mais en apportant la réponse au financement des retraites, eh ben, on décale le problème, puisqu'on crée le problème sur la branche famille. Donc finalement, on ne solutionne pas le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la séquence et regarder la deuxième annonce du gouvernement à ce moment-là, qui est sur l'imposition et sur les impôts. C'est-à-dire qu'en même temps, on vous passe une pilule qui va être compliquée à passer, qui est les retraites, on vous parle d'allègement des impôts, de pause fiscale, de ras-le-bol fiscal, etc., de prise de conscience de tout ça, et en plein mois d'août. On va passer d'ailleurs aux impôts, parce qu'il y a aussi une déclaration intéressante, mais juste un petit mot sur cette manière d'évacuer, peut-être de manière embarrassée, la question. Ce que je trouvais intéressant aussi dans cet extrait, c'est, alors qu'elle est dans le flou le plus total, et plus ça avance, plus elle est dans le flou, son premier mot, c'est « ça a été dit clairement ». Alors que tout ce qu'elle va dire après sera absolument vague, flou et jamais clair du tout, du tout. Donc ça, c'est aussi marrant et ça rajoute du problème au problème quand même. Ce qui a été dit clairement, c'est tout ce qui ne serait pas fait, finalement. C'est intéressant en termes de communication. On dit clairement ce qu'on ne fera pas et puis on laisse tout le reste ouvert, quoi. Oui, mais en même temps, politiquement, alors je ne sais pas si c'est vraiment de la stratégie politique, mais finalement renvoyer dans le futur, l'avenir, on verra, elle ne cesse d'employer des futurs. Oui, ça peut être un peu angoissant pour l'auditeur. Oui, mais du coup, c'est angoissant, mais finalement, le français ne prend rien directement contre lui. Il n'a pas de coup de poing, il n'y a pas de désagréable, parce que le flou, les contours flous permettent tout. Il y a de l'espoir. On peut tout imaginer, puisqu'il n'y a rien. Ah bon, donc vous direz que c'est habile de dire comme ça, on verra. Mais il y a une forme d'habileté. Il y a une forme d'habileté. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que la réforme potentiellement dangereuse politiquement et en termes d'opinion, c'est la réforme des retraites. Donc là, on a une opération de la branche famille, ça déminage, exactement, de déminage de la réforme des retraites. Manifestement, les arbitrages ne sont pas rendus, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'elle est embarrassée quand on parle non plus de la réforme des retraites, mais qu'on va sur un autre terrain de jeu. D'accord, mais qui est moins, voilà, qui est jugé moins sensible, donc on peut se permettre. Qui parle moins directement aux Français. D'accord.
D'accord. Donc, vous disiez qu'il y avait d'autres annonces un peu concomitantes sur la baisse des impôts. Alors, il y a certaines de ces annonces qui ont pris là aussi une forme assez étonnante, surprenante. C'était Pierre Moscovici, à la radio toujours. Alors, on lui parle des entreprises, mais aussi des particuliers qui trouvent qu'il y a trop d'impôts. Et voilà ce qu'il répond à cette question. Moi, je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu'ils soient des ménages, des consommateurs, ou qu'ils soient des entreprises. Et ça, nous l'écoutons. C'est la raison pour laquelle, je le répète, dans le redressement nécessaire, nous inverserons les proportions par rapport à 2013 entre les économies qui doivent être prioritaires et les prélèvements obligatoires qui doivent être aussi peu importants, aussi faibles que possible. Je pense que c'est cette annonce que vous faisiez allusion sur effectivement la promesse de baisse d'impôts ou du moins de pause fiscale. Commençons par là. Et c'est une espèce de cri du cœur, on a l'impression en l'entendant je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal. On ne sait pas si ça a été prémédité ou pas, mais ça sonne un peu comme le cri du cœur. D'ailleurs, je crois que Jean-Marc Ayrault n'avait pas trop apprécié puisqu'il a, après, devant des journalistes, effectivement expliqué qu'il ne fallait pas donner l'impression que les efforts de redressement des finances publiques étaient terminés. Vous disiez que sur les retraites, c'était habile. Là, vous trouvez que c'est aussi habile, cette annonce de pause comme ça? Alors, ce qui est génial, c'est que quand il dit « je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal », au final, on n'a pas le sentiment de parler au ministre. On a le sentiment qu'on a quelqu'un qui s'est mis du côté des contribuables et qui dit « moi, je suis d'accord avec eux ». On a ras-le-bol les gens en face qui nous taxent. Sauf que la personne en face, c'est lui. Et c'est ce don-là qui est absolument génial. Et je pense que ce qui a énervé Ayrault, c'est pas l'annonce, parce qu'elle a été suivie, elle a été confirmée, etc. C'est cette capacité à se désolidariser et dire, quelque part, je suis du côté des Français contre le Premier ministre et le Président de la République qui taxent trop. Moi, je suis pas responsable de ça. Mais vous disiez que c'était très habile de couvrir tous les champs. On peut dire, voilà, au sein du gouvernement, il y en a un qui défend les gens qui en ont marre de payer trop d'impôts. C'est le ministre de l'économie. Parce que ça aurait pu être le ministre du Travail ou de n'importe quoi. C'est le ministre de l'économie qui vous dit, moi je suis du côté de ceux qui pensent qu'il y a trop d'impôts. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure sur triangulation et stratégie électoraliste et communicationnelle, où finalement on a Hollande, le souvenir du Hollande avec ses 75% de taxes à venir peut-être un jour. Et puis voilà un Moscovici qui lui rassure ceux qui n'ont pas envie de voir les impôts grimper à l'infini comme ça. Donc du coup, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces deux traditions. Moscovici, ce n'est quand même pas la gauche de la gauche, jusqu'à nouvel ordre. C'est très exactement ce qui s'était passé à l'époque où Laurent Fabius était ministre de l'économie et où il avait déclaré que la pression fiscale sous le gouvernement Jospin risquait de faire perdre les élections à la gauche. Et il y avait eu un tollé. Il parlait d'une perception qui était tout à fait exacte, de la même façon que Pierre Moscovici parle d'une perception tout à fait exacte. Donc il énonce quelque chose qui est une évidence. Et ça crée des problèmes politiques, puisqu'effectivement, ça crée de la dissonance, ça crée l'idée qu'il peut se désolidariser, que la politique serait remise en cause. Avec la question, c'est est-ce que c'est tenable pour le ministre de l'économie d'être dans cette posture? Parce que comme vous dites, c'est pas n'importe qui, c'est pas le ministre du Travail, c'est le ministre de l'économie. Est-ce que ça peut être la posture du ministre de l'économie qui est quand même... Justement, c'est pas n'importe quelle parole, et finalement, ça peut aussi rassurer les Français inquiets sur la question fiscale. Mais est-ce que c'est tenable? Parce que de dire, ça... oui, mais n'empêche que derrière sa suite, puisqu'il y a poste fiscal, il y a quand même quelque part une cohérence. Et finalement, les Français qui peuvent effectivement en avoir marre de la pression fiscale peuvent se dire, le ministre de l'économie nous a entendus. Ce qui, en termes quand même de communication, est positif. Oui, mais comme vous disiez, c'est vrai qu'il... Le ministre de l'économie n'est pas d'accord avec ce qu'on lui fait faire. Oui, c'est plutôt ça qu'on entend surtout. C'est rassurant à la seule condition que le ministre de l'économie puisse dire « j'ai entendu ce ras-le-bol fiscal et donc je prends comme décision » de faire tel ou tel ajustement pour faire baisser la pression fiscale. Comme ce n'est pas le cas. Après, en disant il y aura des pauses. Enfin, la pause, non, elle est pour plus tard. C'est l'espèce d'inversion dans la réduction du déficit de la part due à la fiscalité. On a l'impression qu'il subit lui aussi quelque chose. Moi, je pense que là, il se piège, qu'il commet quelque chose qui, justement, n'est pas de nature à rassurer parce qu'il n'a pas encore toutes les cartes pour pouvoir véritablement le faire, que ça lui est reproché par le Premier ministre, que c'est utilisé ensuite par l'opposition, qui dit, comme vous le reconnaissez vous-même, les Français en ont ras-le-bol de la fiscalité et c'est votre politique, du coup, vous mettez en œuvre qui est contestée et que c'est quelque chose qui est très difficile ensuite à rattraper. D'accord, oui, un mot sur le ras-le-bol alors. Oui, en disant ce ras-le-bol, il parle un peu comme tout le monde, non, mais comme on parlerait au café, le ras-le-bol. Le choc des registres entre le ras-le-bol, expression populaire, et ensuite le développement, expression technique, il fait se rencontrer dans son propre discours les deux registres. C'est comme s'il était à lui-même plusieurs personnes, à la fois celui qui parle et celui qui écoute, celui qui reçoit, celui qui décide. C'est pour ça qu'il se piège, vous dites. Mais justement, il est celui qui
prend des décisions ou applique une politique. Et il parle comme s'il était au Café du Commerce en disant... Effectivement, elle est quand même très contestée dans le pays. Moi, je ne crois pas du tout que ça crée de la confiance ou de la crédibilité. Bon, on voit je pense qu'il a voulu exprimer quelque chose de véritablement juste et de ressenti, mais que ça pose ensuite des tas On a de bien dissonances. compris que... C'est une trace d'écoute et qui prend date pour l'avenir. Nous aussi, dans le gouvernement qui entend cela. Voilà. Nous aussi, on couvre tous les champs au sein de ce plateau. Voilà, il y a des gens qui trouvent que c'est habile, d'autres qui sont mal habiles. Pour terminer l'émission, parce qu'on a beaucoup parlé des matchs qui se jouaient là, voilà, entre des personnalités au sein du gouvernement. On va terminer très rapidement par un match de l'autre côté à l'UMP, la énième manche du match Fillon-Copé. Tout commence cette rentrée lorsque Jean-François Copé, après avoir défendu pendant longtemps mordicus le bilan de la présidence Sarkozy, évoque à son tour l'idée d'un examen critique. Et mon idée est que ce débat se fasse sans langue de bois, mais en même temps dans la sérénité. On n'est certainement pas là pour des procès de personnes, et notamment à l'endroit de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon, qui ont dirigé la France et avec quel courage pendant 5 ans. En revanche, ce que je crois absolument indispensable, c'est que ce soit le point de départ incontournable du travail qu'on doit faire avec les Français. Ce débat, c'est un service que vous rendez à Nicolas Sarkozy, selon vous? Je ne sais pas, je crois que ce n'est pas le sujet. Je crois que le sujet, il est surtout de montrer aux Français qu'il y a un autre chemin. Mais je vous pose la question parce que vous avez peut-être entendu notamment Patrick Balkany et d'autres amis de Nicolas Sarkozy qui vous en veulent beaucoup de cette initiative. Non, mais je comprends, vous êtes dans votre rôle, mais il peut y avoir ici ou là sur le moment, surtout quand les choses sont un peu déformées, telle ou telle réaction un peu éruptive. Mais vous en aviez parlé avec Nicolas Sarkozy de cette initiative? On dit qu'il l'a appris par la presse. Non, mais écoutez, encore une fois, moi je préside l'UMP et mon rôle, il est naturellement de faire en sorte que on soit dans le débat de fond, que l'on soit dans le débat avec les Français. Alors, il y a beaucoup de formules négatives pour expliquer tout ce que ne doit pas être ce débat. Alors, que doit-il être? On va y revenir. Mais je vous propose d'abord d'écouter la lecture qu'en fait et l'interprétation qu'en fait François Fillon, qui lui proposait, alors c'est pas un inventaire justement, écoutez, des années Sarkozy dont il était Premier ministre depuis longtemps. Moi, j'ai entrepris avec mes amis de travailler à cette alternative en m'appuyant sur mon expérience politique passée, y compris d'ailleurs en faisant la critique de mon propre parcours et de ma propre action. Ça signifie que vous seriez pour un droit d'inventaire? Non, c'est-à-dire que j'ai toujours été pour la critique du passé, pas pour une thérapie de groupe pendant 2 mois entre nous. Il faut en permanence, quand on veut construire un projet politique, se retourner sur le passé, dire est-ce que ce qu'on a fait était efficace, est-ce que ce n'était pas efficace, en tirer les conséquences, mais surtout proposer un projet qui redonne de l'espoir au pays. Voilà, donc Jean-François Copé veut un débat, François Fillon fait et a toujours fait une critique, surtout pas un droit d'inventaire et pas non plus une thérapie de groupe pendant quelques mois, dit-il. Et là, on comprend que la thérapie de groupe, c'est peut-être ce que veut faire Jean-François Copé. On va commenter, mais d'abord un petit mot, Denis Bertrand, justement, sur le choix de ces mots. Ah oui, on sent que là, il y a un grand débat sémantique. Oui, Comment bien faut-il sûr, appeler je crois que l'expression droit d'inventaire entre guillemets est absolument interdite désormais à l'intérieur du discours politique lui-même. Oui, puisque c'est on rappelle Lionel Jospin qui avait proposé cet inventaire. Il fut un temps des années Mitterrand. Parce que le droit d'inventaire signifie autocritique, signifie conflit à l'intérieur de son propre camp, signifie rivalité, signifie ambition. Il y a tout un discours autour du droit d'inventaire. C'est frappant évidemment qu'il soit les deux interlocuteurs qu'on a eu là évitent absolument cette expression et construisent un discours sur le retour et l'analyse du passé qui s'exprime l'un pour l'un complètement dans une orientation vers le futur. C'est le cas de François Fillon. Deux, j'allais dire, et l'autre sur la nécessité du débat en termes de responsabilité actuelle. D'accord. Il le rapporte à son rôle. Mon rôle en tant que président de l'UMP, c'est de... Et il y a une phrase qui a été rapidement dite, Jean-François Copé met Nicolas Sarkozy et François Fillon dans le même sac. C'est-à-dire qu'il dit bien le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et de François Fillon à Matignon. Donc, au cas où on fasse un bilan de tout ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'échappe. Il ne faut pas oublier que il ne faut pas laisser François Fillon s'échapper. Ce qu'on voit là de ce débat-là, c'est le malaise de la gestion Sarkozy. En fait. On est sur la phase post-8 juillet où Sarkozy est venu intervenir à l'UMP, où je crois qu'a priori ça s'est plutôt mal passé. Tout le monde en a pris un peu plein. Mal passé, c'est-à-dire qu'il a... tout le monde a mal vécu l'histoire. Donc au final, Sarkozy est reparti avec plus d'ennemis que d'amis en arrivant. Et qu'il y a l'émancipation de Copé. L'auditoire des responsables du UMP qui l'écoutaient. Il y a un avant et un après 8 juillet. Jusqu'avant le 8 juillet, le seul ennemi déclaré qu'il avait, ou en tout cas le seul front en interne, c'était Fillon.
On sent que Jean-François Copé, depuis le 8 juillet, est de plus en plus détendu avec ce sujet-là. Et que quand il y a des phrases de Nicolas Sarkozy qu'il n'a pas appréciées. A priori, voilà, oui, vous qui connaissez bien Jean-François Copé, non, mais j'ai pas le fond de l'histoire, mais a priori de ce que j'ai lu, effectivement, c'est qu'il y a effectivement des phrases prononcées qui ont été vexatoires, et ce sentiment de lien qu'on voyait jusque-là, c'est distendu, et que le droit d'inventaire, le bilan, ça apparaît à ce moment-là des deux côtés. Oui, mais ça fait pas un peu revanchard, parce que tout le monde a entendu effectivement qu'il n'avait pas tellement apprécié certaines des phrases de Nicolas Sarkozy, effectivement, et puis là, on a l'impression que ça y est, du coup, changement de discours total. Il n'y a pas un petit côté un peu revanchard et pas très clair dans son positionnement? Je ne crois pas. Ce que je perçois en tous les cas de la mise en scène et de François Fillon et de Jean-François Copé quand on les accole comme ça, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus libre que l'autre dans son expression. Et que François Fillon d'ailleurs utilise et revendique le terme de critique. Donc critique, c'est beaucoup plus fort encore que droit d'inventaire ou thérapie de groupe. Mais sa position lui permet cette expression plus libre parce qu'il a tout simplement déclaré qu'il était candidat à la présidentielle. Et puis qu'il s'inclut dans les critiques aussi. Donc voilà. Du coup, c'est plus facile. Jean-François Copé parle d'ailleurs et il a un jeu qui est beaucoup plus contraint. Il est le président de l'UMP. Il est dans une phase effectivement où par rapport à Nicolas Sarkozy, il commence à poser d'autres jalons. En même temps, il s'est positionné comme celui qui, si Nicolas Sarkozy voulait revenir, eh bien à ce moment-là, se mettrait plutôt à son service. Donc on voit bien que là, c'était avant. Donc il pose des petits cailloux, si je puis dire. Mais il est le président de l'UMP, donc il a aussi un discours contraint et structuré, vrillé par les contraintes qui pèsent sur cette fonction-là. Et d'ailleurs, pardon, mais justement sur le mot débat, c'est intéressant parce que dans le mot débat, il peut y avoir aussi la voix pour des gens qui défendent le bilan, qui défendent Nicolas Sarkozy. Quand on demande un débat, c'est vrai qu'on demande la possibilité pour tout le monde de s'exprimer. Y compris pour ceux qui défendent. Enfin, on peut aussi entendre ça. Oui, d'où le côté peut-être un peu embarrassé dans son discours. C'est beaucoup moins agressif chez Jean-François Copé pour les raisons que Brice effectivement expliquait sur l'histoire qu'ils ont et le côté où je me suis rangé du côté de Sarkozy contre Fillon. Je pense que Jean-François Copé, je ne suis pas certain qu'il ait réellement envie d'un débat de fond sur le quinquennat. Ah bon? Je ne suis pas certain. Pourtant, on a l'impression que ça y est, il le veut, ce débat. J'ai plus le sentiment que, il dit à Sarkozy, tu t'es mal comporté, je me comporte mal, donc un partout. Et deux, on ne va pas me chercher, parce que si tu veux me chercher à ce petit jeu-là, on va y aller. Et ensuite, c'est aussi l'occasion pour lui de dire à Fillon, va pas trop sur le débat du bilan, parce que tu en es co-responsable. Donc je le dis, c'est la première fois qu'il le dit à haute voix. Et quand il dit Nicolas Sarkozy, François Fillon, c'est qu'il passe aussi un message à Fillon de dire attention aux histoires de bilan, parce que le numéro 1 c'était Sarko, le numéro 2 c'était toi. Donc moi je suis assez à l'aise là-dedans. Je n'étais pas au gouvernement. Ah d'accord, donc le message a l'air comme ça un peu pas très clair, mais en fait les messages, moi, je pense que c'est de la com interne. Les messages envoyés à certains destinataires sont très clairs. D'accord, c'est de la com interne. D'accord, ok. Bon, merci pour ce décryptage de la com interne qui peut échapper. Un dernier petit mot. Oui, effectivement, parce que comme vous veniez de le dire, effectivement, il était numéro 2. À la petite nuance près qu'on a eu quand même un hyper-président. On a toujours dit finalement que Fillon subissait beaucoup. Donc tout d'un coup, il ne peut pas être à 100% comptable de tout ce quinquennat, parce qu'on ne peut pas avoir dit pendant 5 ans, s'il y a un hyper-président qui empêche tout le monde. Compte pour des prunes. Exactement. Et aujourd'hui, lui dire, tu es à 100% comptable de tout ce qu'a fait le duo Sarko-Fillon, mais dans lequel tu n'étais pas finalement. Donc voilà, c'est une comptabilité quand même très relative. D'accord, pour boucler, on boucle sur Fillon. Ça y est, on a commencé avec François Fillon, on termine avec François Fillon. Donc vous disiez, Brice Teinturier, finalement, vous étiez assez réservé sur ce choix de poser en famille dans Paris Match, sur la communication plus personnelle, effectivement, oui, sur la photo en tant que telle. Par contre, c'est ce positionnement critique et en s'incluant dans les critiques, là, pour le coup, vous pensez que c'est une bonne carte? Tout à fait, que c'est un bon positionnement et qui, du coup, il est plus à l'aise parce qu'il est prêt, manifestement, à dire, mais oui, on peut faire la critique, y compris de ce que j'ai fait en étant au pouvoir. Mais il est moins contraint, il a il a clairement dit qu'il était candidat. Pour Jean-François Copé, c'est plus compliqué. Il y a encore des étapes. Donc du coup, dans son expression du journal télévisé, là, je trouve que François Fillon est beaucoup plus à l'aise et qu'il marque probablement beaucoup plus de points qu'à travers cette photo. Dans Paris Match. Ok, bon, merci à tous les quatre pour ce débat, on va dire. Nous aussi, c'était un débat. Merci à Marie Lebon et à Adam Doueb qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. Il y a un curseur en face qui s'appelle Sarkozy. Quand Sarkozy bouge à droite, il faut que tout le monde bouge à droite. Et après, il suit derrière. Et puis dès que Sarkozy prend la parole est soudainement fait autorité. Et donc jusqu'au visuel. Ça n'a pas été vraiment analysé comme étant une catastrophe d'ailleurs. Moi je pense qu'elle est avant, moi je suis entièrement d'accord, il y a beaucoup de choses. Peut-être non, par les papiers, oui peut-être, mais par les militants, on a l'impression que parmi les sympathisants, non, les militants